Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre émission Sur la Brèche. Toutes nos excuses pour ce léger retard dans le démarrage de cette émission. Alfred Ouedraogo est l'invité de ce dimanche. Médecin, il est le secrétaire général du CIMEB, le syndicat de médecins du Burkina. Vice-président du SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, il dirige aussi SOS Sahel International au Burkina. Docteur Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi le merci. Vous êtes médecin, biologiste, juriste, enseignant à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, et à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Vous êtes également syndicaliste, consultant en droit et politique de santé, président de SOS International au Burkina. On pourrait penser que ça fait beaucoup pour un seul homme. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Oui, en effet, à y citer et développer ainsi, on penserait très vite que c'est un homme submergé. Mais je pense qu'il faut faire une dichotomie entre la fonction de l'enseignement, la fonction d'enseignant à la faculté de médecine et dans d'autres structures, et aussi enseignant de législation sanitaire à l'ENAM. Tout cela fait partie de la fonction enseignante. Et la deuxième forme d'occupation que j'ai, c'est ma contribution dans la société civile, qui m'envoie évidemment dans le syndicat, au SPONG et à SOS Sahel. Du reste, où je suis au SPONG en tant que président de SOS Sahel International Burkina Faso. L'autre aspect, disons, c'est aussi la vie pratique qui oblige à un certain moment à s'engager sur le front académique, sur le front social et sur le front hospitalier. Je crois qu'il faut faire la dichotomie en ayant trois fonctions. Mais je dirais que c'est trop de présentation. Je me qualifierais simplement de médecin spécialiste, enseignant. Parce que pour moi, être juriste n'est pas simplement le fait de suivre des études de droit de la première année au master, mais c'est le fait d'exercer la profession de juriste. Et toute modestie gardée, nous exerçons la profession de médecin et hospitalo-universitaire, et nous avons évidemment quelques rudiments en droit, ce qui ne nous permet pas de nous qualifier de juriste. Alors je pourrais dire humblement aux téléspectateurs que je suis médecin spécialiste à l'hôpital de district de Bogota. Soit vous avez quand même fait un doctorat en médecine, un master en droit, option droit public, des études que vous avez menées en même temps. Vous êtes sans doute un bourreau du travail, mais expliquez un peu, surtout aux jeunes qui nous écoutent en ce moment, comment est-ce qu'on peut concilier, on va dire, études, jeunesse et travail, surtout à un âge où on a plutôt les oreilles remplies des sons, des sirènes, du jeu, du plaisir, voire même de la déperdition. De la perdition, pardon. Tout est une question d'option, d'orientation et d'objectif dont vous vous affichez. Il est vrai que quand j'étais à l'université, d'abord, il faut dire d'entame, quand j'ai eu le baccalauréat, j'étais partagé entre la médecine et le droit. Évidemment, avec la mention que j'ai pu avoir au baccalauréat, j'ai tout de suite eu une bourse pour la médecine. Très vite, l'opportunité de faire des études médicales et avec aussi, il faut le dire réellement, cette option que j'avais à ne pas chômer à la fin de mes études, parce que en faisant des études médicales jusqu'au doctorat, je n'allais pas chômer. Mais cela n'a pas du tout écorché ma passion du droit. Si bien qu'à ma 4e année de médecine, je suis allé m'inscrire en première année de droit, jusqu'en 4e année. Évidemment, quand je faisais ma spécialisation en Europe, j'ai profité faire un master en droit public avec l'université de Nantes. C'est-à-dire simplement que c'est une passion, mais aussi une volonté d'avoir des ouvertures, d'être ouvert. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que je suis assez sollicité pour un certain nombre d'aspects juridiques liés à la santé. Et si j'interviens à l'ENAM pour le cours de cycle A des administrateurs des hôpitaux en législation sanitaire, c'est certainement dû à ma double casquette de médecin, connaissant les problèmes hospitaliers, mais aussi ayant un regard juridique lié, et qui fait de moi peut-être une personne ayant justement ce tremplin pratique pour ces jeunes
qui se forment pour devenir administrateurs des hôpitaux. Ce que je voudrais simplement dire à la jeunesse, c'est qu'à un certain moment, il y a un moment pour travailler, il y a un moment également pour se relaxer. Il faut être simplement organisé. Il faut faire un emploi du temps assez coincé. Et c'est vrai que ça peut jouer sur la vie de façon globale, sur vos rapports avec la famille. Mais je crois que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui me comprend très bien, d'avoir un entourage qui me comprend très bien et qui m'y accompagne. Et je voudrais remercier mes parents qui m'ont beaucoup accompagné, mais aussi un certain nombre de personnes ressources dans le domaine de la santé qui s'y reconnaîtront, qui m'ont aussi encouragé beaucoup, qui m'ont offert cette possibilité de me former davantage et qui ont cru en moi et qui m'accompagnent toujours. Je voudrais profiter de cet instant-là pour les remercier. C'est dire qu'il faut avoir cette triple volonté d'avoir une ouverture, d'avoir des compétences. Évidemment, on ne finit jamais d'apprendre. Nous venons également d'achever un master en santé publique parce qu'il faut toujours apprendre de façon perpétuelle, il faut toujours se battre. Et quand on se bat, il faut avoir un chemin, il faut avoir des objectifs très clairs et je pense qu'avec une petite organisation, vous arrivez à vous en sortir. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même des raisons de s'inquiéter? Vous êtes un homme très occupé, on va dire, mais l'inquiétude, elle porte notamment sur vos patients. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui le temps de vous occuper de vos malades? Absolument, parce que dans tous les cas, quand vous êtes déjà hospitalo-universitaire, la loi vous permet, puisque vous avez la triple fonction d'enseignant, de chercheur et de médecin. Alors, donc, vous devriez prendre, on va dire, un tiers de votre temps pour vous occuper des patients, un tiers de votre temps pour enseigner, un tiers de votre temps pour faire de la recherche. Et alors, mes activités sur le plan associatif, c'est du bénévolat, et c'est souvent le week-end où je m'y emploie à cela. Je pose la question parce qu'il ne vous échappe pas que la question de la présence des médecins et des spécialistes dans les formations sanitaires, quelque part, pose problème. Oui. Il y a en tout cas un certain nombre d'interrogations là-dessus. Oui, c'est vrai que l'opinion a tendance à croire que les médecins ne sont pas dans les hôpitaux, à tort ou à raison. Mais simplement, ce que je voudrais dire, pour revenir sur la loi qui autorise les hospitalo-universitaires à enseigner, parce que si vous devez enseigner, quand nous prenons notre exemple, il y a eu des années où nous avons eu pratiquement 400 heures de cours, que ce soit à Ouaga, à Ouayouguia, et évidemment, quand vous avez ces activités, vous ne pouvez pas être permanemment à l'hôpital. Ensuite, il faut faire la recherche, il faut faire des voyages d'études, si bien qu'on a souvent l'impression que les hospitalo-universitaires ne sont pas le plus souvent à l'hôpital. Qu'ils ne sont pas présents pour leurs patients. Absolument, c'est peut-être une perception. Mais je dois dire également que vous m'offrez ici l'occasion également de dire que les textes qui régissent ces hospitalo-universitaires, qui régissent les médecins, qui régissent les hôpitaux, sont, de notre point de vue, dépassés. Quand vous prenez l'exemple du plus grand hôpital, qui est l'hôpital Yalgado-Ouedraogo, vous avez, on va dire, 4 types d'agents. Vous avez des contractuels qui sont des contractuels de l'hôpital. Vous avez des médecins de la fonction publique qui ne sont pas détachés, mais affectés pendant que ces médecins auraient pu être détachés. Parce que, pour le rappeler, quand vous êtes détaché, votre salaire est payé par la structure qui vous accueille. Et votre salaire doit être au minimum ce que vous aviez avant. Et quand vous êtes détaché, la structure d'accueil peut mieux vous sanctionner. Et quand ce n'est pas le cas, vous avez cette situation hybride où l'État affecte des médecins, des paramédicaux à l'hôpital, de sorte à ce que les directeurs d'hôpitaux n'aient pas une possibilité de coercition vraiment sur eux. Vous avez également les hospitalo-universitaires qui sont payés par l'université, qui ne sont pas payés par l'hôpital en dehors des émoluments que l'hôpital leur donne. Et leur carrière, leur évolution ne se fait pas à l'hôpital. Ils ont plus tendance à vouloir respecter, j'allais dire, les prescriptions de l'université parce qu'ils sont enseignants d'abord. Évidemment, l'hôpital, c'est le lieu où ces enseignants doivent aussi enseigner la pratique aux étudiants.
Mais le directeur de l'hôpital n'a pas de coercition en tant que tel sur l'hospitalo-universitaire. Sa carrière ne dépend pas de l'hôpital. Voilà pourquoi nous avons sollicité dans le cadre de l'élaboration de la fonction publique hospitalière que ces questions-là puissent être revues, que ces questions-là puissent être tranchées dans le cadre de conventions claires, de sorte à ce qu'on n'affecte plus des argents simplement à l'hôpital, mais que ces argents puissent être détachés avec les inconvénients évidemment et les avantages que cela emporte. Évidemment. Et cela permettrait certainement aux directeurs des hôpitaux d'avoir une visibilité, d'avoir vraiment une possibilité de coercition, de contrôle sur l'ensemble de ce personnel. Vous avez, je dirais également, ceux qui sont régis par la loi 33, qui est également en relecture dans le cadre effectivement de cette fonction publique hospitalière. Nous pensons que l'ensemble de ces éléments conjugués pourrait permettre aux hôpitaux d'être assez efficients. Parlons-en du CIMEB, le syndicat des médecins de Burkina que vous dirigez. Il y a déjà le SINCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, que vous aurez pu chercher à renforcer au lieu d'aller vous retrouver, on va dire, dans une nouvelle organisation syndicale sélectivement réservée aux médecins? Alors, il faut d'abord dire à l'opinion que dans le domaine de la santé, il y a 6 syndicats. Il y a le SINCHA, il y a le syndicat des infirmiers, il y a le syndicat des sages-femmes, il y a le syndicat des pharmaciens qui ont vu le jour avant le syndicat des médecins. Et tout récemment, après le syndicat des médecins, il y a le syndicat des administrateurs des hôpitaux qui ont vu le jour. C'est dire que nous ne sommes pas une exception d'avoir voulu un outil indépendant, j'allais dire beaucoup plus particulier, pour réfléchir évidemment de façon efficace sur les questions spécifiques aux médecins. Cela ne nous a pas empêché, dès la mise en place de notre syndicat, d'approcher le SINCHA pour susciter la création, par exemple, d'une FSINCHA, l'équivalent du FSINTER, parce que nous estimions qu'il y a des préoccupations que nous ne pourrions pas porter si nous sommes noyés dans la masse. Voyez-vous, au niveau du système de santé, il y a 28 000 agents environ. Sur les 28 000 agents, les médecins et les pharmaciens ne sont que 2 000. Et vous savez, un syndicat va basculer toujours vers la masse. Et la masse, évidemment, c'est des paramédicaux. Évidemment qu'ils font du bon travail, nous n'avons rien contre eux. Mais nous avons des revendications spécifiques aux médecins. Quand nous avons des questions de bourse de spécialisation, c'est spécifique aux médecins. Je vais vous prendre seulement un exemple qui montre à foison qu'il fallait en créer un syndicat. Quand vous prenez la fonction publique, vous prenez du certificat jusqu'au master. Chaque année de formation correspond à une échelle de plus. Si vous faites le certificat, plus une année, c'est une échelle de plus. Certificat plus 2 ans, 2 échelles de plus. Certificat plus 3 ans, 3 échelles de plus. BPC, pareil. Baccalauréat, pareil. Mais quand vous prenez le médecin qui a bac, généraliste qui a bac plus 8, était du reste classé au même niveau que ceux qui ont le bac plus 5. Il aurait fallu se battre pour avoir 2 échelons en plus. Et ça, nous en passons. Quand vous allez au spécialiste, pendant que celui qui a le baccalauréat, qui fait 5 années de plus, se retrouve en A1, donc avec 5 échelles, le médecin généraliste qui fait une spécialisation de 5 ans, voire 8 ans pour un certain nombre de spécialisations, quand vous prenez la chirurgie cardiaque, où il faut faire la chirurgie générale pendant 5 ans, et vous faites 3 années en plus de chirurgie cardiovasculaire, vous avez seulement une échelle de plus. Et donc, vous êtes en train de nous dire que les médecins sont très mal payés. Les médecins sont très mal payés, mais de façon inéquitaire. Il y a une inéquité flagrante. Il n'y a pas de logique qui pourrait militer à ce que, pour les catégories basses, chaque fois que vous avez une année de formation de plus, qu'on vous ajoute une échelle, et que quand vous avez le doctorat, et que vous faites 8 années de spécialisation, qui pourrait correspondre à un 2e doctorat, vous avez seulement une échelle de plus avec 19 000 francs d'incidence. Quand vous prenez un médecin qui va faire 5 années après ses études de médecine générale pour se spécialiser, quand il revient, l'incidence est de 19 000 francs sur son salaire. Vous voyez que c'est une question d'inéquité. C'est ce qui explique que vous n'êtes pas dans les formations sanitaires?
Non, je ne dis pas que c'est ce qui explique cela, mais je suis en train de dire déjà que le fait que ce syndicat existe cherchait également à résoudre ces inéquités dont nous sommes en passe de le faire dans le cadre de la fonction publique hospitalière qui va régler ces inéquités. Du reste, quant au fait que les médecins ne sont pas dans les formations sanitaires, nous sommes un syndicat responsable. Nous ne vous dirons pas ici que nous défendons le fait que les médecins ne soient pas dans les formations sanitaires. Je pense que cela relève des prérogatives des directeurs d'hôpitaux. Et il y a un certain nombre d'environnements qui devraient permettre aux directeurs d'hôpitaux de pouvoir s'assurer de la présence de ces médecins dans les hôpitaux. Ça, alors, parlons de l'hôpital Yalgado en particulier, qui est confronté à un certain nombre de difficultés. Alors, Yalgado vient en tout cas de bénéficier, on va dire, d'une unité de production, notamment d'oxygène. C'est plutôt une bonne nouvelle? Oui, absolument. Vous avez pu suivre les déclarations du syndicat des médecins quand il y a eu des morts d'hommes par manque d'oxygène. Nous avons fait des déclarations, nous avons interpellé l'autorité parce que nous avions notre méthodologie qui est d'interpeller, de sensibiliser et de discuter avant d'aller à la grève. Et nous sommes heureux que notre écho ait été pris en compte. Nous avons fait plusieurs rencontres et nous pourrions vous en donner les références de nos publications où nous avons dit que le fait de mettre en place des générateurs d'oxygène, le coût d'achat de l'oxygène en une année permettait de mettre en place ces générateurs. Et nous pensons que cela est un fait, nous ne pouvons que nous réjouir. Parce que nous-mêmes, nous pourrions être malades à l'hôpital Yalgado et y trépasser par manque d'oxygène. Alors, cette unité de production d'oxygène, est-ce que c'est l'arbre du moment qui sert à cacher, on va dire, la forêt des difficultés auxquelles Yalgado est confronté? En tant que praticien de la santé, comment est-ce que vous voyez, disons, les moyens véritablement de doter cet hôpital, qui est notre hôpital de référence, de moyens adéquats pour véritablement assurer des soins de qualité pour les patients? Alors, la question de l'oxygène est un pan du problème. C'est déjà bon que cela puisse être résolu. Mais nous avions attiré l'attention de l'autorité depuis notre colloque avant les élections où nous avons demandé à tous les candidats de venir présenter leur projet de société en matière de santé. C'était le lieu pour nous de les interpeller sur un certain nombre de difficultés, dont le problème de l'équipement dans les hôpitaux, mais aussi le problème des ressources humaines et troisièmement le problème des financements. Pour résumer, la question de l'hôpital Yalgado peut se résumer en 3 pans. Le premier pan, c'est le financement global des hôpitaux. La plupart des partenaires techniques et financiers estiment que dans les hôpitaux, on ne voit qu'à peine 20%, sinon 10% de la population. Et que 80 à 90% de la population est vite au niveau des CSPS ou au niveau des centres médicaux dans les districts. Si bien que la grande partie des financements vont dans ces structures de santé et laissant la prérogative à l'État de s'occuper des hôpitaux comme prérogative régalienne. Si bien que le financement des hôpitaux n'ont pas suivi ces dernières années et c'était vraiment le parent pauvre de la médecine. Ça, c'est la question du financement de façon globale des hôpitaux. Le deuxième problème, c'est le problème dont j'ai tantôt évoqué, la question des ressources humaines. Il y a un hôpital dont je ne citerai pas le nom, qui a pu avoir des outils de gestion de ces ressources humaines de façon, j'allais dire, améliorée. De sorte à ce que toute ressource humaine qui y va à 25% de plus sur son salaire dont il avait au niveau de la fonction publique générale, parce que c'est un établissement public de santé qui a la possibilité également d'avoir sa propre grille et d'avoir sa grille indemnitaire. À l'opposé, cet hôpital a pu mettre un certain nombre d'outils de contrôle, de présence. Et je vous assure que cet hôpital a un taux d'autofinancement qui s'approche de Yalgado, sinon qui atteint quasiment Yalgado. Donc il y a la question des ressources humaines qu'il faut régler de façon globale. Et nous pensons que les textes dont nous sommes en train d'élaborer pourraient régler cela. Le troisième problème, c'est les équipements. Et là, nous ne cessons de le dire. Quand vous prenez le mode de fonctionnement, le mode d'attribution des marchés pour les équipements dans les hôpitaux, c'est en faire rire. Je vous prends un exemple. Si vous voulez un scanner, si vous voulez payer un scanner à l'hôpital Yalgado, vous allez pratiquement passer toute une année avant de l'avoir.
parce que les procédures de passation de marché. Et ce qui est pernicieux, on vous dit par exemple de ne pas spécifier par exemple des marques, de donner les caractéristiques techniques. Un esprit malin va venir prendre les caractéristiques techniques et donner l'ensemble des informations liées à ces caractéristiques techniques et être le moins disant. Il va en Chine, il amène le matériel. Le Burkina n'a pas la compétence technique de vérifier si vraiment les caractéristiques dont le pays même a cité s'y trouvent à l'intérieur. Nous prenons le matériel, 1 mois, 2 mois, ça est en panne. Ensuite, les contrats de maintenance. Quand vous prenez une structure religieuse, je ne voudrais pas encore citer le nom pour ne pas faire la publicité, qui arrive pour le scanner, la radiographie, à faire ce qu'on appelle la maintenance préventive. Ça veut dire quoi simplement? C'est-à-dire que quand on achète le matériel, la maison qui fournit le matériel, si un contrat est dit, si l'appareil tombe en panne, après 7 jours, le manque à gagner que l'appareil aurait pu engendrer, c'est la maison qui fournit. Et cette maison veille, change les pièces avant même que l'appareil ne tombe en panne. Alors nous pensons qu'il faut revoir carrément cette politique d'achat du matériel et restructurer la SOGEMAB. Et que la SOGEMAB ne soit plus cet intermédiaire, parce que les hôpitaux accusent la SOGEMAB d'être juste un intermédiaire pour enchérir. Il faudrait que l'État puisse restructurer la SOGEMAB et donner carte blanche à la SOGEMAB d'aller discuter avec les fabricants et de faire ce qu'on appelle une préqualification, comme l'OMS le fait, comme un certain nombre de structures le font. Et cette préqualification va consister à dire, pour les scanners, nous allons choisir 3 marques, pas plus. Et en impliquant les sociétés savantes, évidemment les utilisateurs de ce matériel, et dès que nous identifions les 3 marques, pendant 5 ans ou 10 ans, nous ne commandons que ces marques, avec l'obligation pour ces fabricants d'installer des structures de maintenance, des agences de maintenance directement au Burkina. De sorte à ce que l'ensemble des chercheurs puissent avoir le même scanner. Et s'il y a des ingénieurs, et évidemment si vous payez 13 scanners dans une firme, la firme est enclin à venir et installer un ingénieur ici pour la maintenance. Mais si vous payez de façon parcellaire, vous allez en Chine, on paye, mais les hôpitaux deviennent des dépotoirs, on utilise l'argent public, l'argent du contribuable, et on paye du matériel qui n'est pas durable. Évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Dans l'actualité en rapport avec la santé, il y a également la tenue ce week-end, on va dire, d'une rencontre de haut niveau des parlementaires de la CEDEAO, du Tchad et de la Mauritanie sur justement le financement adéquat et durable de la santé et sur les dividendes démographiques, disons, oui c'est ça, les dividendes démographiques et les politiques de développement. Il y a 2 problématiques bien entendu, celle du financement. L'ambition c'est de porter le budget des États en tout cas concernés à 15%, de porter donc le budget de la santé à 15% du budget de l'État selon la déclaration d'Abuja de 2001. Est-ce que vous pensez que c'est une piste qui peut être intéressante pour véritablement faire face aux défis de la santé pour les populations? Évidemment, pas autant qu'on ne va pas orienter les ressources de nos pays sur ce capital humain qui est la santé et l'enseignement, nous avons beau opiner sur un certain nombre d'aspects de développement, nous n'allons pas décoller. Il est vrai que le Burkina Faso est autour de 12%, mais il faut tendre à cela. Mais je crois que les parlementaires ont souhaité qu'au-delà des 15%, il faut que chaque année, on puisse augmenter ce budget de 2%. Et nous pensons que si cela devient une réalité, ça pourrait résoudre un certain nombre de problèmes. Le dividende démographique dont vous évoquez tantôt est un fait, est une réalité. Évidemment, nous ne rentrerons pas dans la polémique de Macron qui ramène la question à un aspect civilisationnel. Nous estimons que la question doit être évoquée sous plusieurs angles. Parce que dans tous les cas, le fort taux de natalité est en partie dû également au sous-développement. Donc si nous créons les conditions d'un sous-développement, la longévité aidant, les gens vont procréer beaucoup. Mais aussi, il faut être réaliste. Si vous avez un certain nombre de personnes actives qui doivent prendre en charge
un nombre de personnes non actives qui triple leur nombre, ça va poser un certain nombre de problèmes. C'est pour cela que je pense que l'objectif qui est d'atteindre 3 enfants par couple est assez raisonnable, parce qu'il ne faut pas aussi tomber dans le piège de la Chine, de la politique de l'enfant unique, ou de l'Europe, ou quand vous prenez par exemple l'Allemagne, où à un certain moment la population vieillissante et qu'on cherche encore à stimuler le taux de la natalité. Nous pensons que si nous avons l'ensemble de ces efforts qui consistent à ramener le budget, les parts du budget à 15% chaque année, d'augmenter de 2%, sinon plus, mais aussi à créer les conditions pour que les richesses de notre pays puissent être redistribuées de façon parcimonieuse. Parce que c'est cela également, nous avons de l'espace. Nous pouvons en tout cas travailler de sorte à ce qu'il y ait une croissance. Mais il est, de notre point de vue, assez prégnante qu'il faut travailler à réduire cette natalité. Pas seulement à réduire la natalité. Oui, docteur, mais c'est cette forme de remise, on va dire, au goût du jour des thèses malthusianistes sur la croissance démographique en rapport avec la croissance économique. Est-ce que véritablement c'est ça notre problème en Afrique? Est-ce qu'on peut être nombreux et on peut également pouvoir, même avec une population importante, la ressource humaine étant la ressource la plus importante, on pourrait faire en sorte que ça puisse nous assurer le développement? Oui, Malthus, britannique, a évoqué ces théories depuis un certain nombre d'années, évidemment. Pour lui, c'est clair, quand il y a inadéquation entre le développement et la natalité, ça peut poser un problème. Et là où je vous rejoins, s'il y a adéquation, ça ne pose pas de problème. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation d'inadéquation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler à faire en sorte qu'on ait un développement réel, un développement sincère et un développement parcimonieux. En ce moment, nous pourrions être à l'aise pour en faire autant d'enfants que nous voulons. Mais le constat est clair et amer. Nous avons un taux de croissance qui est inférieur à la natalité. En ce moment, le gap est vite créé et ça pose un problème. Si nous travaillons à avoir un taux de croissance à 2 chiffres, 3 chiffres, et que cela est bien reparti, nous pourrions faire autant d'enfants que nous voulons. Alors, dans l'actualité de la semaine également, le Front social, marqué notamment par le sit-in des agents du Trésor et des impôts, à l'appel du SATB et du SNAID, en cause, il y a cette question du fonds commun et en tout cas les accords y afférents avec le gouvernement. Quel est le regard que vous portez sur ce conflit social-là? Par principe syndical, il est de coutume que nous n'opinions pas sur les stratégies de notre syndicat. Et pour ces raisons, nous ne pouvons que souhaiter un dialogue franc et sincère entre ces syndicats et le gouvernement. Du reste, nous pouvons simplement dire aussi que l'opinion publique a tendance à comparer un certain nombre d'aspects. Nous avons souvent entendu dire que les médecins ont aussi des fonds communs. En réalité, il ne s'agit quasiment pas de fonds communs. Ce sont des ristournes. Et des ristournes dont je peux vous le dire ici, quand ça atteint 30 000 francs par trimestre, vous avez gagné. Donc c'est moins de 10 000 francs par mois. Ça n'a rien à comparer avec les fonds communs. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut dire également que ces ristournes-là sont basées sur le fait qu'un hôpital puisse dépasser 20% d'autofinancement ou un taux d'autofinancement, pardon, avant de pouvoir prélever cela. Ce qui revient à dire que si nous voulons aussi des ristournes qui atteignent le fonds commun, il faut qu'on multiplie les consultations par 100. Et nous ne pensons pas que cela augurerait d'un climat serein. Du reste, nous estimons que chaque syndicat a le droit d'adopter une stratégie. C'est au gouvernement très rapidement de discuter de façon sincère avec ces syndicats pour trouver une solution. Alors, la pomme de discorde, en tout cas, semble être, on va dire, la clé de répartition de ce fonds commun. L'autre débat dans l'espace public, c'est la question, quelque part, de la légitimité, on va dire, de cette manne financière qui est répartie entre les agents du dit ministère, puisqu'il se susurre qu'une partie du budget de l'État serait même prélevée pour le paiement du fonds commun.
Problème de légitimité, problème de légalité, comment est-ce que vous appréciez, on va dire, ce nouveau débat qui est en train de naître sur le fonds commun? Non, nous pensons que le gouvernement a annoncé les états généraux de la fonction publique et nous attendons ce cadre-là pour discuter clairement sur ces éléments. Parce que vous-même, vous l'avez reconnu. Quand vous prenez la plateforme, le protocole d'accord, c'est l'omerta. Nous ne sommes pas avancés sur le contenu exact. Évidemment, s'il y a des questions d'inéquité dans la répartition, il sied que ces syndicats prennent langue avec le gouvernement pour qu'il n'y ait pas de problème d'inéquité dans le partage de ce fonds commun. Mais quant à la légalité ou à la légitimité ou à l'opportunité de ce fonds commun, nous pensons que nous aurons d'autres cadres pour mieux opiner sur la question. Par solidarité syndicale, vous refusez de vous prononcer? Non, nous pensons que nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour nous prononcer objectivement sur la question. Mais cela dit, il y a des pays comme le Gabon qui a remis, ce pays a pu remettre à plat le fonds commun redistribué de façon équitable. C'est des questions qui peuvent être sur la table. Et on peut également créer d'autres fonds communs. Comme je le dis, au niveau de la santé, si nous multiplions les consultations par 100, nous pourrions aussi avoir des fonds communs. Donc nous disons simplement qu'il y a des cadres qui vont voir le jour tout récemment où nous pourrions discuter de façon, j'allais dire, inclusive et de façon objective sur la question de ce fonds commun. Mais pour le moment, nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour opiner sur la question. Et par principe syndical, quand vous n'avez pas tous les éléments, il faut éviter d'opiner sur une question. Alors, je souhaite que l'on ouvre une fenêtre politique sur les travaux de la Commission constitutionnelle qui a remis, en tout cas ce vendredi, l'avant-projet de constitution au président Roch Kaboré. Le texte verrouille, en tout cas, l'article en rapport, en tout cas, avec la durée du mandat présidentiel. Double verrouillage, comme disent certains de nos confrères. Le mandat est limité à 5 ans, 10 ans au maximum pour tout citoyen à la fonction présidentielle et même à la présidence de l'Assemblée nationale. Dans l'esprit, en tout cas, c'est une avancée démocratique qui est, on va dire, recherchée. Quels sont les éléments qui militent en faveur de cet argumentaire-là? Bon, nous pensons que nous venons juste d'une insurrection dont vous n'ignorez pas les causes. Les causes, c'est la remise en cause de la limitation du mandat présidentiel. Deuxièmement, vous avez des instruments au niveau supranational, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou au niveau de la CEDEAO, qui disposent d'un certain nombre d'instruments qui tendent à cela. Mais ce que simplement nous voudrions ajouter, sans ne pas entrer dans les détails, parce que nous avons, il faut le rappeler, le devoir de réserve, étant membre du comité d'appui technique au niveau de cette commission constitutionnelle où nous sommes dans une commission de 8 personnes dirigée par le professeur Loada qui appuyons le bureau. Nous ne devrions pas aller en profondeur, d'autant plus que le projet dans sa forme actuelle n'est pas encore définitif. Mais simplement, je veux simplement opiner sur un aspect, j'allais dire, général, sur le double verrouillage. On peut verrouiller doublement, mais on peut également modifier en 2 temps. C'est au peuple d'être garant toujours de ces textes. Donc, quelle que soit la position que nous allons avoir, c'est au peuple d'être vigilant, de sorte à ce que nous n'assistons pas à des situations comme au Niger, avec Tanja, où vous avez vu la Constitution, on ne pouvait même pas y toucher. Et Tanja a dit, ok, c'est bien, on laisse tomber cette Constitution, on remet en place une autre constitution où on peut changer comme on le veut. Donc c'est au peuple, j'allais dire, d'être garant de ces textes. Et on reparle de la loi sur le PPP, entendu partenariat public-privé qui vient de faire des victimes au sein de l'UPC, en tout cas l'Union pour le progrès et le changement des Éphéréens Diabré, qui a décidé d'exclure le député Élisée Kiemdé du parti pour indiscipline notoire, atteinte à l'unité et à la cohésion du parti, trahison. Ce sont les expressions qui ont été utilisées par le communiqué du bureau politique de l'UPC. Le parti lui demande carrément, en tout cas, de démissionner de son mandat de député. Un autre député, Kodjo Palinfo, c'est son nom, lui, il a reçu un blâme. Ces 2
parlementaires, en tout cas, ont refusé d'obtempérer, en tout cas, disons, d'observer les consignes du parti lors du vote de cette loi sur l'allègement de la procédure PPP. Qu'est-ce que vous pensez, on va dire, de cette affaire? Merci. Je ne connais pas très bien le règlement intérieur de l'UPC. Mais si le règlement intérieur dispose que pour les manquements dont ces députés ont dû faire l'objet, nécessite ou oblige à la prise de sanctions, nous ne pouvons que constater que c'est l'application. La question dans l'opinion, c'est la question, on va dire quelque part, du mandat impératif. Oui, j'en reviens. Il faut faire la part des choses. Le mandat n'est pas évidemment impératif. Mais si, dans vos règlements, dans vos statuts, dans le règlement intérieur, il y a la consigne du parti qui doit être respectée par un député, ce député n'est pas obligé de respecter. Il peut simplement aller comme il le veut. C'est le sens du mandat qui n'est pas impératif. Ceci dit, l'UPC ne peut pas l'obliger non plus à démissionner. Mais l'UPC peut exclure ce député de son parti en fonction de ses textes. Mais l'UPC ne peut pas obliger un député, en tout cas selon le droit positif actuel, à démissionner de son poste de député. D'accord. Norbert Zongo, pour la postérité, le Conseil des ministres du vendredi 21 juillet a décidé de donner en tout cas le nom du journaliste assassiné en 1998 dans les conditions que l'on sait à l'université de Koudougou. C'est plutôt une bonne inspiration de la part du gouvernement Tcheba? Oui, je crois que déjà ça valorise un mérite qui est la combativité de ce journaliste. Nous nous souvenons comme hier, quand nous avons pris les rues, quand nous étions à l'université pour dire non à cet assassinat. Et nous pensons que cela augure déjà d'un certain nombre de prémices. Mais nous estimons que cela ne doit pas s'arrêter simplement au baptême de cette université, mais il faut aller plus loin pour faire justice, pour que plus jamais dans ce pays-là, ce genre de crimes-là ne puisse plus se répéter. Et c'est cela, de notre point de vue, qui va faire le deuil définitif dans le cas de Norbert Zongo et de ses compagnons. Ce mardi, Ouagadougou a abrité la 6e conférence au sommet du TAC, le traité d'amitié et de coopération ivaro-burkinabé, précédé en tout cas d'un conseil des ministres conjoint, le tout sanctionné par la signature de 11 accords. Quel regard vous portez sur ce traité qui a été signé en 2008 et sur son application, sa mise en œuvre, disons? Alors, il faut dire qu'au début, le traité était plutôt un outil beaucoup plus politique. Parce qu'avec la crise en son temps, il fallait créer quelque chose qui, j'allais dire, un mécanisme de résilience de cette crise. Mais avec les soubresauts que vous avez pu connaître, avec la transition et avec les changements de gouvernance, cela a dû prendre d'autres ampleurs. Mais toujours est-il que entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, nous sommes des pays frères. Et nous avons un destin, j'allais dire, commun, parce qu'il n'est pas utile de rappeler qu'il y a plus de 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire et que l'axe Côte d'Ivoire-Burkina Faso doit bien se porter. Si des actions peuvent permettre d'améliorer ces rapports au grand bénéfice des populations, nous ne pouvons que les encourager. L'actualité, justement, au bord de la lagune Ébrié, ce sont les Jeux de la francophonie, mais ce qui interroge sur l'avenir, on va dire, de ces pays, c'est juste sur un tout autre terrain, qui est bien entendu le terrain politique, avec le dernier remaniement opéré par Alassane Ouattara, juste à la sortie du TAC, justement, de la 6e conférence au sommet, et la nomination de Ahmed Bakayogo, ex-ministre d'État en charge de l'intérieur, qui va à la défense, on va dire, un des proches de Ouattara. Le contexte, c'est lequel? C'est celui de mutineries, d'attaques à répétition contre des casernes militaires. Voilà. Comment est-ce que, globalement, vous analysez tous ces faits? Oui, évidemment, pour un pays dont le président tire vers son second mandat, qui est en principe le dernier mandat, il est normal qu'il y ait déjà des guerres de positionnement pour la succession.
Et aussi, il est normal que l'environnement politique puisse être surchauffé. Mais nous pensons simplement que les acteurs de la Côte d'Ivoire, j'allais dire les 3 acteurs majeurs, sinon les 4, je parlerai du PDCI, du RDR et un peu du clan Gbagbo, mais surtout également le clan Guillaume Soro, devraient travailler à ce qu'on ne se retrouve plus dans une crise qu'on a vécue de par le passé. Parce que si la Côte d'Ivoire a un problème politique, sécuritaire, cela se répercute sur le Burkina Faso. Évidemment, nous voyons que sur le plan politique, le Burkina Faso ne peut pas se mettre en retrait, parce que le Burkina Faso doit travailler à éviter une crise politique également en Côte d'Ivoire. Et cela peut-être passe par, j'allais dire, la neutralité dans l'approche que ce pays peut avoir avec ses acteurs. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer parce que avoir dans la presse, dans l'actualité, que ce soit Guillaume Soro, que ce soit Ahmed Bakayoko, ils ont tous des rapports, en tout cas ils renouent pour certains des rapports, d'autres avaient des rapports avec le Burkina, et c'est dans cette neutralité que l'on peut peut-être apaiser la situation et ne pas prendre parti. Quoique aussi, bon, nous savons que la résolution de la crise en Côte d'Ivoire a des répercussions dans notre pays. Quand on sait également les accointances entre un certain nombre d'acteurs en Côte d'Ivoire et des acteurs au Burkina, bon, il est aussi clair que nous devrions aussi travailler à profiter de cette situation pour régler un certain nombre de problèmes politiques au Burkina. Et comme l'a dit ce politologue, on ne crée pas forcément le fait politique, on en profite. Nous pensons que c'est une situation politique qui peut nous être favorable et c'est à nous de pouvoir tirer les marrons du feu pour résoudre les problèmes politiques internes chez nous. Vous pensez à quel problème politique en particulier? Je ne voudrais pas épiloguer davantage pour mettre de l'huile sur le feu. Comme vous savez déjà, la situation est déjà tendue. Mais vous savez qu'il y a quand même il y a eu, j'allais dire, des suspicions ou en tout cas des éléments qui tendent à faire dire ou à faire croire qu'il y a des connexions entre un certain nombre d'acteurs en Côte d'Ivoire et des acteurs au Burkina Faso. Soit, face à ce qu'il qualifie en tout cas de signe d'agitation, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, appelle au calme et à la pondération et à la retenue. L'expression est de lui. Soro prévient en tout cas que personne n'a intérêt à jouer contre la tranquillité, la sérénité et la stabilité de la Côte d'Ivoire. C'est une sortie médiatique très commentée. Quel est le vôtre? Quel commentaire vous faites de cette sortie-là? Non, je pense, comme nous l'avons dit, si des actions tendent à apaiser la situation en Côte d'Ivoire, parce que nous n'avons pas intérêt à ce que la crise ivoirienne s'envenime, devienne une autre crise comme nous l'avions vécu, parce que nous allons en payer les frais également ici. Et si je pense que également il est bien de demander un pardon qui est du reste naturel, c'est des signes d'humilité que de demander pardon. Mais il faut simplement aussi savoir que le pardon peut s'inscrire dans une stratégie politique. Donc, disons le triptyque repentance, pardon, réconciliation préconisé par Guillaume Soro, qui s'est d'ailleurs engagé, qui a demandé pardon au peuple ivoirien, qui s'est engagé à faire de même à l'endroit d'Alassane Ouattara, de Henri Konan Bédié et de Laurent Gbagbo. Vous pensez qu'il est dans un calcul politique? Non, nous pensons que l'un n'exclut pas l'autre. Il peut être sincère, mais ça peut être aussi utile pour la stratégie politique. D'accord. En tout cas, en ce qui concerne l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, il a vu sa 11e demande de libération provisoire refusée en appel par la CPI, la Cour pénale internationale. Les juges ont cependant demandé de réexaminer la procédure parce qu'ils reconnaissent qu'il y a un certain nombre d'erreurs. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce prisonnier Sélévanaï? D'abord, je dirais que la Cour pénale internationale fait l'objet de beaucoup de critiques sur le fait que ce soit plutôt les Africains qui soient accablés. Soit. Mais nous disons simplement que s'il y a des erreurs dans la procédure,
il faudrait que cette procédure puisse être assez transparente, de sorte à élaguer ce prisonnier, si ce prisonnier n'est pas vraiment coupable. En tant que défenseur des droits humains, il est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité puisse être faite. Et tant qu'on ne fera pas la preuve, nous ne pouvons pas, der chef, dire que c'est un coupable. Et nous ne pouvons que souhaiter que justice soit faite de façon claire. Le passif de la crise ivoirienne a connu plus de 3000 morts selon les chiffres officiels. Il y a quand même la question de la responsabilité. Ah oui, mais justement, c'est de cette responsabilité dont il faut clarifier. Est-ce qu'il y a la responsabilité de la métropole, il y a la responsabilité de ceux qui ont fourni les armes, il y a la responsabilité également d'un certain nombre d'acteurs. Il faut situer véritablement les responsabilités. Et je crois que le jugement va permettre de restituer ces responsabilités. Et il ne faut pas aussi se laisser aussi embrigader par les images de presse. Vous savez très bien qu'on peut monter ces images de presse. Voilà pourquoi il faut aller au jugement. Et après le jugement, nous pourrions opiner. Alors, on se souvient également de la colère mémorable de Mamadou Issoufou. Là, nous sommes au Niger. Le président nigérien qui était rentré quelque part dans une colère noire à cause de l'insalubrité dans la ville de Niamey. Cette colère a eu des conséquences puisque le maire de Niamey a été limogé pour justement ce qu'il considère comme son incapacité à faire face à la gestion des déchets. C'est une actualité qui vous fait sourire. Comment est-ce que vous avez accueilli, on va dire, cette information? Bon, je me méfie toujours des actions d'éclat, quoique ce président a pu avoir raison. Mais quand on y gratte un peu, on se rend compte qu'au Niger, il y a une spécificité, qui est le fait que depuis 2016, le mandat des élus locaux ont dû être prolongés pour 5 ans. Et la question dont il faut se poser, est-ce qu'avec cette prolongation, les acteurs qui sont au niveau des communes, au niveau des mairies, sont des acteurs qui sont en parfaite harmonie, qui sont de connivence avec ceux qui sont au pouvoir? Et j'ai pu aussi comprendre que ce n'est pas simplement dû à cette histoire de salubrité, mais il y a également des questions de détournement, des questions de malgouvernance qui entourent cette éviction. Évidemment, si ces faits sont avérés, il est normal de sanctionner. Mais nous pensons du reste que si cela peut constituer un tremplin pour interpeller l'ensemble des maires du Niger, des maires de l'Afrique, à s'engager beaucoup plus dans la salubrité des villes, en tant que médecins, nous ne pouvons que nous réjouir. En RD Congo, la crise politique fait quelque part du surplace. L'accord de la Saint-Sylvestre a été quasiment vidé de son contenu et ne porte le nom d'accord que son nom. La récente montée des fièvres, c'est cette décision prise par l'opposition politique d'appeler à la désobéissance civile si jamais, au 31 octobre, Joseph Kabila est toujours à son poste. Comment est-ce que vous voyez, on va dire, cette prise de position de l'opposition congolaise? Non, l'opposition est dans son bon droit. Nous pensons que tout pouvoir, comme nous l'avons vécu ici, qui arrive à sa fin et qui veut utiliser des subterfuges, des manèges, un certain nombre de stratagèmes pour y rester, ce n'est rien d'autre que de la dictature. Et nous, Africains, nous devrions éviter ce genre de situation. Et à partir du moment où nous actons de dire que l'alternance est un principe de démocratie, un principe de développement, un principe de gouvernance en Afrique, il faut que nous allions à cela. Malheureusement, beaucoup de présidents seront surpris toujours à vouloir s'entêter à y rester. Et c'est de bonne guerre que l'opposition se batte. Et nous encourageons l'opposition à se battre pour que la démocratie puisse prévaloir en Congo. À Jérusalem, là nous sommes au Proche-Orient, la tension ne faiblit pas sur l'esplanade des mosquées ou le mont du Temple, selon la perspective dans laquelle on se place. En cause, il y a bien entendu le durcissement des conditions d'accès à ces lieux saints par l'État hébreu. Je pense qu'on est déjà à 8 morts, il y a des dizaines de blessés. Comment est-ce que vous voyez, on va dire, cette nouvelle vague de violence au Proche-Orient? Le problème palestinien n'est plus à
surprendre qui que ce soit. Nous pensons qu'il faut aller très rapidement dans la solution proposée par le quartet, les Nations Unies, l'Union européenne et autres, pour qu'il y ait deux États qui cohabitent ensemble. Évidemment, l'esplanade des mosquées est un lieu sacré dont les musulmans y revendiquent et les juifs aussi y revendiquent. Mais nous pensons qu'à partir du moment où il y a un pays qui assure la police dans ces lieux, il faut travailler à avoir ce pays tampon qui continue à protéger les lieux et ne pas envenimer la situation, mais travailler à ce qu'il puisse avoir une répartition claire, de sorte à ce que la mosquée puisse être fréquentée par les musulmans, mais qu'on donne peut-être une petite portion aux juifs également, qui pensent aussi que c'est un lieu saint. Et nous pensons est-ce que vous ne croyez pas une autre intifada avec cette affaire? Oui, ce n'est pas exclu, mais il faut aussi dire que ce n'est que la face visible de l'iceberg. Et en dessous, il y a les conflits. Au nord, il y a les conflits dans le monde arabe. Et il y a les conflits entre les partenaires des Américains et certains du monde arabe. Et tout ça ne facilite pas les choses. Voilà pourquoi il faut aller rapidement à deux États qui puissent cohabiter de façon claire ensemble pour résoudre le problème. Et nous pensons que si on en arrive là, on évitera ces morts que l'on enregistre régulièrement. Voilà, on s'arrête là pour ce dimanche. Merci, Dr Ouédraogo, d'être passé nous voir. Merci, c'est à moi de vous remercier. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Je vous retrouve dimanche prochain avec beaucoup de plaisir, toujours en direct sur la RTB avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.